Bretagne 5, l'invité de la matinale. Ce matin, nous allons parler de numérique, d'intelligence artificielle, en la compagnie de Romain Badouard, maître de conférences et chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Paris 2 Panthéon-Assas. Il est également chercheur au Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias. Bonjour Romain Badouard. Bonjour. Alors nous allons parler, disais-je, de numérique et d'intelligence artificielle. Alors le simple terme d'intelligence artificielle aujourd'hui fait très vite réagir. J'avais envie de vous poser une question finalement relativement simple pour débuter cet entretien. Comment peut-on mesurer aujourd'hui l'ingérence de l'intelligence artificielle dans la vie politique? Parce que c'est une grande question. Alors oui, c'est une grande question. Comment la mesurer? Effectivement, c'est compliqué. Quand même, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu peu d'utilisation d'intelligence artificielle dans les ingérences étrangères. En tout cas, elles sont pas visibles. C'est-à-dire que on avait très peur de la création de fausses vidéos qui chercheraient à influencer sur les débats diplomatiques ou autres, ou des opérations de grande ampleur de désinformation sur les réseaux sociaux. Il y a eu quelques cas. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui s'est généralisé. Ça veut pas dire que ça le sera pas par la suite, mais pour l'instant, même on parlait aussi de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour mener des attaques informatiques de grande ampleur. En tout cas, on n'en a pas dans les médias, on n'en a pas entendu parler encore plus que ça. Le rapport entre IA et politique, il se fait plutôt dans l'autre sens. Aujourd'hui, c'est plutôt la politique de l'IA, c'est-à-dire comment les entreprises, comment les pays, l'Union européenne, les grandes organisations internationales, elles essaient de gérer la question du développement de l'IA, de l'encadrer, de la promouvoir. C'est plutôt ça les gros débats. Justement, peut-on encadrer l'IA? Parce que c'est la grande question juridiquement aujourd'hui. Est-ce qu'on en a les moyens? Alors, bonne question. Est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce qu'on veut le faire? L'Union européenne veut le faire, puisqu'elle a fait passer un nouveau texte réglementaire qui est l'IA Act, qui vise justement à réglementer le développement de l'IA à partir d'une logique de niveau de risque, c'est-à-dire que plus une IA présente de risques pour la société et plus les contraintes qui lui sont imposées sont nombreuses et strictes. Mais le gros problème, c'est que en face de cette volonté de réglementation, on a des entreprises qui font un peu du chantage en disant vous allez tuer l'innovation. Déjà, quand l'innovation en termes d'IA, elle est surtout aux États-Unis, même s'il y en a en Europe et en France notamment. Et donc, n'essayez pas de trop réglementer, sinon vous allez freiner l'innovation, tout simplement. Ce qui n'est pas forcément faux, mais ce qui ne doit pas non plus invalider le fait que l'IA présente quand même un certain nombre de risques dans des domaines clés, dans les services publics, dans la justice, dans la santé, et que c'est le rôle des pouvoirs publics aussi de protéger les citoyens et les citoyennes de ces types de risques. Alors justement, mais qui doit posséder l'IA? Qui doit, posséder la technologie? Alors aujourd'hui, on a Elon Musk, on en parle beaucoup, et évidemment, ou d'autres grandes entreprises, on pense à Meta. Est-ce que finalement, l'IA doit à terme devenir une forme de propriété des États qui serait peut-être garant d'une forme de protection des populations, de la circulation et la libre circulation de l'information, ou pas d'ailleurs? Alors je dirais pas une propriété des États, parce que je suis pas sûr que ce soit très bon que les États aient le contrôle de telles infrastructures numériques. Par contre, que des IA comme forme de bien commun, il y a des gens qui y travaillent en ce moment. Il y a des initiatives comme celle de la fondation Mozilla qui fait le fameux navigateur Firefox, mais il y en a beaucoup d'autres qui se disent pourquoi on ne développerait pas des IA au service du bien commun. Du côté de la recherche, il y a beaucoup d'initiatives aussi, des bases de données d'entraînement qui sont mises à disposition. Même un groupe comme Meta, par exemple, développe ses IA en open source. Donc voilà, l'idée c'est plutôt, on a une vision de l'IA qui est très commercialisée, avec des entreprises qui sont sur un marché concurrentiel et voilà, sont dans la course à l'innovation pour avoir le plus d'utilisateurs possible. Face à cette vision-là, est-ce qu'on peut développer une vision d'une IA comme un bien commun ou un bien public? C'est une vision intéressante à creuser.
Alors, il y a aussi une tendance à se méfier de l'IA, alors particulièrement sur le fait qu'elle peut peser assez dangereusement dans nos sociétés, alors que le niveau d'éducation a tendance à baisser malheureusement aujourd'hui. Comment justement protéger la jeune génération de la circulation des fake news, d'informations qui pourraient aussi être parfois dangereuses. Comment arriver aujourd'hui à avoir une forme, là encore, de régulation, fût-elle technologique? Alors, ça dépend des technologies. Quand vous parlez de désinformation, je pense que il y a moins de risques en utilisant une intelligence artificielle générative type ChatGPT ou le chat ou les autres, où justement il y a un contrôle sur les sources qui est peut-être qui est plus centralisé, qui est plus facilement contrôlable que par exemple sur les réseaux sociaux où évidemment le principe même c'est que la parole soit dérégulée et que tout le monde puisse publier. Donc ça vraiment ça dépend des technologies. Moi en tant qu'enseignant à l'université, je vois bien qu'il y a un problème spécifique à l'intelligence artificielle qui est comment on fait rentrer ça dans les apprentissages et comment on les rend compatibles avec les apprentissages classiques. Je lisais hier un article d'un intellectuel américain, Nicolas Carr, qui disait que le problème de l'IA, c'est pas d'encourager à la triche, c'est plutôt de décourager l'apprentissage, parce qu'en fait, en donnant des réponses aussi facilement et des réponses de qualité aussi facilement, bah effectivement, pour les plus jeunes, ça décourage à l'idée d'apprendre, de l'effort intellectuel, etc. Donc ça, il y a vraiment une vraie question sur nos capacités intellectuelles. Est-ce qu'on n'est pas en train de développer des technologies qui nous sont tellement utiles qu'en fait elles vont nous rendre plus bêtes que nous le sommes? Ceci étant dit, c'est des questionnements qu'on a à chaque nouvelle génération technologique, donc faut pas non plus rentrer dans une forme de panique morale, mais là il me semble qu'avec l'IA il y a quand même une question importante qui se pose. Après, est-ce qu'on peut réguler tout ça? Je pense qu'on a plutôt intérêt à développer l'éducation à ces outils et à montrer comment les outils d'IA peuvent nous rendre plus intelligents et pour éviter qu'ils nous rendent plus bêtes, parce qu'ils peuvent aussi nous rendre plus intelligents si on a des questionnements intelligents. Et après, il y a l'autre question qui est celle des réseaux sociaux, comment les réguler? Alors ça, c'est tout un questionnement qu'on a depuis plus de 10 ans avec des textes réglementaires qui essayent de les réglementer avec plus ou moins de succès, mais pour l'instant, on n'a pas de réponse encore très purement efficace, 100% efficace. D'un point de vue politique, on voit depuis que Elon Musk a repris Twitter, donc X désormais, il y a eu d'autres réseaux sociaux qui ont émergé. On pense à Mastodonte, qui est encore un peu connu du grand public, ou Blue Sky. Est-ce que finalement, il y a une forme d'autorégulation? Alors oui, en tout cas, ce qui est intéressant dans votre exemple, c'est que la régulation, elle doit pas venir que des États. C'est-à-dire, c'est pas, il y a pas que les États qui peuvent décider de limiter le pouvoir des plateformes. Et c'est pas forcément positif d'ailleurs, parce que quand on réfléchit, qu'on prend un peu de recul, les plateformes de réseaux sociaux, elles ont quand même permis de démocratiser le débat public, d'ouvrir le débat à de nouvelles voies, de permettre les mobilisations de la société qu'on a connues. Donc c'est quand même un progrès dans les sociétés. C'est devenu une nouvelle place publique finalement. Oui, et donc ça c'est quelque chose de très positif. Après, il y a aussi tous les aspects négatifs liés à la désinformation, vous l'avez mentionné, au cyberharcèlement, au discours de haine, etc. Donc effectivement, ce qui sont des endroits où on a besoin de plus de régulation, quoi. Avec aussi... Ah oui, excusez-moi, parce que du coup, j'ai pas répondu à votre question. Oui, voilà. Du coup, c'est pas que les États, il y a la société civile aussi qui intervient là-dedans. J'allais y venir, justement. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, réguler les plateformes, oui, mais proposer des alternatives, oui aussi. Et il y a plein d'alternatives qui sont proposées. Celles que vous mentionnez, il y en a d'autres aussi. Et ça qui crée une forme d'équilibrage entre grosses plateformes commerciales et plateformes alternatives, alors qu'on n'a pas encore trouvé vraiment leur public, mais c'est intéressant d'avoir des alternatives à proposer. Alors, on est en plein bouleversement géopolitique aujourd'hui, avec des conflits, avec là aussi des bouleversements économiques. Là aussi, l'IA peut avoir un effet bénéfique ou au contraire un effet plutôt délétère. Sur quoi? Sur les bouleversements géopolitiques aujourd'hui, un petit peu partout dans le monde. Alors, avec les conflits, bien entendu, hein, on peut imaginer les technologies qui entrent en jeu dans ces conflits, mais plus largement, par exemple, au niveau économique, au niveau influence aussi d'un pays, d'un État sur d'autres États. Bah,
on voit plutôt comment l'intelligence artificielle est en train d'être militarisée. Donc comment elle peut être utilisée par des armées. Alors on voit ce que fait Israël à Gaza et comment peut être utilisée l'intelligence artificielle dans ce cas précis. On voit comment la Russie mène aussi des opérations d'ingérence. Donc c'est plutôt quelque chose de négatif. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'IA comme arme de guerre, tout simplement, comme arme de propagande. Après, l'IA peut aussi être la solution dans la mesure où on peut aussi entraîner des IA à repérer des tentatives d'ingérence et à mieux sécuriser les réseaux informatiques. Donc c'est à la fois un problème et une solution. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plutôt des craintes par rapport à la manière dont des contextes diplomatiques et des complexes de guerre, l'IA puisse être une force déstabilisatrice. Ça, c'est sûr. Là aussi, on va avoir deux IA qui vont s'affronter, la bonne IA, si vous me permettez, la mauvaise IA, le mauvais génie technologique. Là aussi, on sera dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, sur un affrontement plus technologique qui aussi a le moyen de développer l'IA, le moyen technique, mais aussi financier, car il faut bien voir que ça coûte très cher. Exactement. On disait tout à l'heure qu'il y avait des alternatives aussi qui étaient proposées, que l'IA, c'était pas que les grandes boîtes, qu'on pouvait faire une IA de bien commun, une IA open source qui puisse être approprié par beaucoup de gens et beaucoup d'associations, mais c'est sûr que face au pouvoir financier des gros mastodontes comme OpenAI qui ont derrière eux Microsoft, comme Meta, comme Google, les moyens qu'ils ont pour entraîner des modèles et créer des IA très puissantes, leur force de frappe est beaucoup plus importante. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi besoin de régulation pour s'assurer que ces géants-là ne fassent pas trop de mal avec leurs outils, sachant que eux, ils sont pas là pour faire le bien ou le mal. Ce sont des entreprises. Ils sont là pour avoir des utilisateurs et gagner de l'argent. Donc ça a toujours été leur objectif. Il faut s'assurer que en poursuivant leur objectif économique, ils n'aillent pas à l'encontre de l'intérêt général et du bien commun. Et ça, c'est le rôle des États de nous en protéger. Avec aussi un aspect qui sera sans doute dans les décennies à venir aussi l'enjeu de l'IA, c'est l'énergie. Aujourd'hui, l'IA demande énormément d'énergie, il faut des data centers. Alors même si on peut imaginer que les technologies vont évoluer très vite, celui qui aura l'énergie aura aussi l'IA, la puissance, et j'allais presque dire la domination. Alors oui, ça va ensemble, et ça c'est effectivement un dossier inquiétant sur l'IA, c'est que c'est une technologie qui consomme énormément d'énergie. On a vu aux États-Unis que Google voulait réouvrir la centrale nucléaire de Three Mile Island, qui est connue pour être aux États-Unis la centrale qui a causé le plus gros accident nucléaire de l'histoire des États-Unis. Donc le symbole est assez inquiétant aussi. En fait, on a tous envie d'IA parce qu'on trouve ça utile dans notre vie de tous les jours, et c'est vrai que c'est très utile. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut la société qui va avec? Si la société qui va avec, c'est de rouvrir 10 centrales nucléaires exprès pour faire fonctionner les data centers sur lesquels elles s'entraînent ou pour gérer les requêtes. Donc ça, c'est une vraie question de société à se poser. Par ailleurs, on peut aussi développer des formes d'IA plus frugales, moins consommatrices d'énergie. On l'a vu avec DeepSeek cette année en Chine, qui est un modèle qui consomme beaucoup moins. Il y a des pistes aussi pour avoir des IA qui sont moins consommatrices d'énergie. Ça, c'est une partie du problème aussi. Il faut les favoriser. Et puis, il y a une partie d'usage de la société, nous aussi. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser l'IA pour tout et n'importe quoi? Est-ce que on a forcément besoin de l'IA pour avoir la recette de la carbonara? Bon, il faut aussi que nous-mêmes, on soit un peu intelligents dans nos usages de l'intelligence artificielle. On n'a pas besoin d'IA dans tout ce qu'on fait dans notre vie, et il faut aussi savoir comment l'utiliser correctement. Alors, il y a aussi l'aspect social. Comment l'IA va entrer? Elle rentre déjà dans nos vies, hein, on l'aura compris, mais demain, qui aura accès à l'IA? On imagine aussi qu'il y a un modèle économique qui va se mettre en place autour de cette fameuse IA, ne serait-ce que pour avoir accès à des renseignements ou avoir accès à des requêtes particulières. Est-ce que finalement l'IA peu à peu suivra un modèle économique un petit peu classique, c'est-à-dire ceux qui auront les moyens pourront se payer l'IA ou une forme d'IA très développée, et les autres n'y auront pas accès?
Alors c'est une bonne question parce que effectivement ça a toujours été le modèle économique des grands acteurs de l'économie numérique de dire on met sur le marché des produits qui sont gratuits, le but étant de toucher le plus d'utilisateurs possible, et une fois qu'on a une masse critique d'utilisateurs, on va rentabiliser notre outil, soit par l'abonnement, soit par la publicité. C'est ce qu'ont fait les réseaux sociaux, c'est ce qu'a fait Google avec son moteur de recherche. Donc pour l'instant, je pense au modèle d'IA générative, les assistants type ChatGPT. Eux, ils ont pris la formule de l'abonnement, c'est-à-dire qu'il faut payer $20, 20 euros par mois pour pouvoir avoir accès à une version robuste. Moi, il me semble préférable quand même que on ait à payer un abonnement plutôt que ce soit la pub, parce que si on commence à mettre de la pub dans les réponses d'IA, mais je suis sûr que dans quelques années, des acteurs se lanceront sur ce marché-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on influencera les réponses en fonction d'entreprises qui auront payé pour que les réponses soient influencées? Ça me semble vraiment pas souhaitable. Après, est-ce qu'on va aussi avoir accès, est-ce qu'on va avoir une fracture sociale du fait de ceux qui peuvent se payer une IA de qualité et les autres? Peut-être aussi. Moi, je pense surtout qu'on aura une fracture sociale en termes d'usage, qui est que entre celles et ceux qui auront appris à réfléchir sans IA, qui auront un niveau d'éducation assez élevé, et on sait, sociologiquement parlant, que ce sont quand même les populations privilégiées qui ont accès à ce type d'éducation, et les classes populaires qui auront peut-être eu moins accès à des formations à l'IA et qui s'en servent à un premier niveau simplement, on aura une fracture entre ceux qui l'utilisent de manière très basique et que ça va finalement desservir, et ceux qui en auront un usage pointu. Je peux vous en donner un exemple très concret, c'est que moi je gère un master à l'université Paris-Panthéon-Assas, j'ai eu 400 dossiers à étudier cette année, je pense que sur les 400 lettres de motivation que j'ai lues, je pense que les 3/4 ont utilisé ChatGPT. Sauf que si j'ai repéré qu'ils utilisaient ChatGPT, c'est qu'ils l'ont mal utilisé, parce que ils m'ont tous fait le même plan, les mêmes arguments, les mêmes formulations, qui étaient ça se voyait que c'était du ChatGPT. L'autre quart, ça veut pas dire qu'ils l'ont pas utilisé. C'est-à-dire qu'ils ont su l'utiliser pour que je le vois pas et que ce soit fait de manière intelligente. Mais moi, ça me dérange pas, parce que au final, ça veut dire qu'ils ont réussi à poser les bonnes questions à ChatGPT pour produire une lettre de motivation intelligente. Donc, ils ont un bon usage de l'outil. Le problème, c'est que les étudiants qui ont juste demandé à ChatGPT « Fais-moi une lettre pour rentrer dans un master de sciences de la communication spécialisé dans le numérique », ils m'ont tous fait la même chose et ça dessert leur dossier. Donc ça, c'est un bon exemple, je pense, de fracture sociale à venir, quoi. Voilà, ou de l'usage de ChatGPT, ou en tout cas des IA génératives. Il y a aussi des inquiétudes dans le monde de la création aujourd'hui. On a beaucoup entendu ces temps derniers les doubleurs de cinéma dire voilà, si on continue, si on double les films avec l'IA, bien nous on n'aura plus de travail. On entend les gens de radio, allez, on va parler un petit peu, on va prêcher pour notre chapelle. Peut-être que demain ce ne sera pas Stéphane Hamon qui vous posera les questions, mais une IA. Il y a ces inquiétudes là aussi, il y a toute une inquiétude sociale et dans d'autres métiers, peut-être, on peut imaginer les transports et autres, on peut remplacer des conducteurs de train ou de bus par des systèmes d'IA. Est-ce que là aussi, il va falloir être vigilant dans nos sociétés sur cet avenir-là, ou est-ce que finalement, c'est le mouvement même du monde et du progrès ? Alors, je dirais que malheureusement, c'est le mouvement du monde. Je ne sais pas si c'est celui du progrès, parce que le progrès technique n'est pas forcément le progrès social. Donc oui, il faut être vigilant. Mais c'est vrai que pour toutes les professions intellectuelles et créatives, l'IA, ça représente une menace énorme. Je pense qu'être traducteur, enseignant, alors moi j'en fais partie, des gens menacés. Alors journaliste, c'est moins le cas, je pense, mais designer, voilà, tous ces métiers-là sont directement menacés par l'IA. Par contre, là où on a quand même une raison d'espérer, c'est que le fonctionnement même de l'IA fait que les outils s'entraînent sur des bases de données passées. Donc en fait, l'IA est très performante pour régurgiter
les raisonnements du passé. Mais l'innovation, les ruptures, les manières de penser différentes, que ce soit dans le domaine artistique ou intellectuel, elles ont toujours été faites par des humains. Et ça, je ne vois pas l'IA être capable de créer une rupture artistique. Voilà, donc il faudra toujours de l'humain pour innover, mais avant qu'on s'en rende compte, j'ai peur qu'il y ait eu beaucoup de remplacements et que ce soit très dommageable pour nos sociétés. Voilà, parce qu'on voit aujourd'hui, on demande à ChatGPT, voilà, ou à Grok, l'autre IA, de générer une bande dessinée ou de générer un tableau à la manière de Rembrandt, par exemple. Elles vont savoir le faire. Elles vont savoir le faire. Après, à quel point elles vont en faire de qualité, c'est une bonne question. Et qu'est-ce qu'elles vont faire, ces IA, si elles génèrent des BD ? Elles vont faire des BD qui ont déjà existé, mais sous une autre forme, avec une autre histoire, un autre type de dessin peut-être, mais ça ne va être que quelque chose que d'autres humains auront déjà fait et qui sera d'ailleurs pillé et mixé. Mais la BD qui va créer une prochaine forme de rupture et qui aura le prix à Angoulême l'année prochaine, elle sera pas faite par une IA, parce que ce sera toujours des humains qui sentiront l'esprit du temps et qui seront capables de créer ces formes de rupture. Donc voilà, ça c'est ma conviction. Mais malheureusement, je pense qu'il y aura beaucoup de remplacements avant qu'on s'en rende compte qu'on a toujours besoin d'humains pour innover. Alors, l'humain est toujours là, fort heureusement, et on reste sur cette note positive, mais il faut quand même noter aujourd'hui aussi que, on parlait de politique en commençant, aujourd'hui on voit des petites scénettes politiques, alors qui sont plutôt marrantes. Aujourd'hui on y met en scène le président de la République, quelques personnalités politiques, pas forcément d'ailleurs de la même sensibilité politique. Bon, ça reste amusant, mais on peut imaginer demain, plus gravement finalement, qu'on utilise l'image d'un président de la République, d'un Premier ministre, d'un grand dirigeant de ce monde, et qu'on lui fasse dire des choses, qu'on lui fasse avoir des postures. Ça peut avoir des conséquences là aussi. Ah, tout à fait. Tout à fait. Alors ça, c'est effectivement une inquiétude. Alors que, par exemple, un président s'exprime sur les réseaux sociaux pour déclarer la guerre, disons que les voies diplomatiques et les voies politiques ils ont leurs propres canaux qui font que, à part créer une inquiétude temporaire, une forme de panique, ça ira pas beaucoup plus loin. Par contre, ça peut aller beaucoup plus loin si des pirates informatiques sont capables d'infiltrer des réseaux justement diplomatiques ou institutionnels et de diffuser des faux messages. Je pense à cet exemple d'un piratage où dans une banque, on arrive à créer une IA sur Zoom qui représente de mémoire le directeur de la banque et qui tient un discours à ses employés pour leur demander de faire un virement exceptionnel. Et les employés le font parce qu'ils sont persuadés d'avoir sur Zoom en face d'eux le vrai directeur de la banque. Donc ce type d'opération, ça c'est effectivement très inquiétant parce que qu'est-ce qui pourrait nous permettre d'authentifier tout ça? Et puis derrière, il y a une question qui est anthropologique, qui est on va quand même vers une société où l'authenticité, la vérité, les faits vont devenir mouvants, flous, où la structure même intellectuelle de nos sociétés va être chamboulée. Alors, un dernier mot, je pose la question, est-ce que l'IA est politique finalement? Est-ce qu'il est capable d'avoir une conscience politique, notre IA? Alors, pour l'instant, elle n'a pas de conscience politique, parce qu'elle n'a pas de conscience, d'une part, et deuxièmement, parce que, en fait, rappelons-nous toujours que ce que fait l'IA, c'est régurgiter ses données d'entraînement. Donc, il y a eu une étude, d'ailleurs, cette année, je crois, qui a été publiée là-dessus, et qui montrait que les IA penchaient plutôt à gauche. Pourquoi les IA penchent à gauche? Tout simplement parce qu'elles sont entraînées sur les données du web et que le web, les données du web, elles sont produites par les internautes et que historiquement, alors c'est moins vrai depuis une dizaine d'années, mais historiquement, le web a quand même été investi par des associations, par des chercheurs, par des journalistes, par des gens dont les convictions sont plutôt à gauche, sont plutôt proches de l'émancipation, de la société civile, etc. Donc, mathématiquement, il y a plus de contenu de gauche en ligne, donc les IA nous font plus de réponses de
gauche. Mais voilà, Elon Musk, par exemple, voulait faire une intelligence artificielle conservatrice en l'entraînant sur des bases de données conservatrices, mais finalement, ça n'a pas très bien marché, je crois, par rapport à ce qu'il imaginait. Elle n'a pas de conscience politique. Encore, elle n'a pas encore de conscience tout court, mais ça n'empêche pas d'être très politique, l'IA. Et elle donne des réponses qui sont politiques, elle oriente les réponses, elle a des biais qui sont politiques, donc effectivement, c'est une question très politique, et c'est pour ça que ça concerne tout le monde. J'ai envie de conclure, Romain Badouard, par l'humain, parce qu'on a beaucoup parlé d'IA pendant cet entretien, mais est-ce que finalement, l'IA nous rappelle pas quelque part que nous sommes humains et qu'on peut simplement débrancher le mobile, le portable ou la technologie et se retrouver en contact avec d'autres humains? Est-ce que finalement, elle ne va pas nous apprendre à redécouvrir l'humain, l'IA, au fil du temps? Peut-être, il faut le souhaiter. Ça, c'est la version optimiste qu'on s'est aussi demandé sur les réseaux sociaux. Est-ce que de fait de passer notre vie sur les réseaux sociaux, finalement, ne nous donne pas envie d'en ressortir pour aller pour revivre en face à face? Ça n'a pas été le cas. Il y a quelques mouvements quand même. On entend même des jeunes qui disent aujourd'hui, ça y est, on se débranche. Voilà, on refavorise le contact. Oui, alors je pense qu'ils sont quand même très minoritaires par rapport à tous ces contacts qui se font par la médiation des écrans. Et je pense que la généralisation des assistants d'intelligence artificielle va nous emmener dans un monde où il y aura encore plus d'écrans, peut-être pas, mais de médiation technologique. Alors, effectivement, il est souhaitable qu'on retrouve un peu plus d'humanité dans tout ça, qu'on remette un peu plus d'humanité, mais c'est pas le chemin qu'on est en train de prendre quand même. Voilà, on va l'espérer. On va essayer, en tout cas, de terminer sur une note positive, parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans notre bon vieux monde. Hein. On est passé de la marche à pied à la roue, au train, aux avions, etc., aux nouvelles technologies, et ça nous amène à l'IA. Mais finalement, le monde a continué sa marche. Ah, tout à fait, bien sûr. Alors, et ça, c'est quelque chose qu'on repère dans l'histoire des technologies, c'est qu'on a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de panique, beaucoup d'espoir aussi, et que, en fait, les espoirs et les peurs sont les mêmes à chaque époque et qu'elles se renouvellent à chaque génération technologique. Donc ça, c'est plutôt une raison de se dire que peut-être que l'IA ne chamboulera pas, ne nous empêchera pas de rester humains. Ça, c'est sûr. Eh bien, c'est sur une note positive, en tout cas, que l'on va conclure. Romain Badouard, je rappelle que vous êtes maître de conférences et chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, et vous êtes également chercheur au Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias, et on en parlait ce matin des médias et de l'intelligence artificielle. Merci infiniment d'avoir été au micro de Bretagne 5. Alors, je précise que l'interview a été enregistrée dans le cadre du Totem, voilà, où Bretagne 5 installe actuellement ses studios. Merci infiniment, très belle journée. Merci. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.